Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la procédure disciplinaire simplifiée. Nous allons passer, je l'espère, 2 heures ensemble et pour traiter de ce sujet, pour rappeler que depuis des années, la profession d'avocat demandait la création d'une procédure disciplinaire simplifiée qui permettrait de répondre aux petits manquements déontologiques. Le 29 janvier 2025 est paru le décret 2025-77 qui reprend des propositions portées par le CNB et qui correspond à nos attentes. Cette procédure est applicable aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa parution, et elle permet aux bâtonniers, dans certains cas, de proposer la sanction de l'avertissement ou du blâme, ainsi que des sanctions complémentaires à l'avocat poursuivi. Si celui-ci les accepte, elles pourront être homologuées par la juridiction disciplinaire, laquelle pourra être saisie en cas de refus et prononcer après débat les mêmes peines. Pour vous présenter ce mécanisme, interviendront à mes côtés Madame Stéphanie Vacher, chef du bureau de la déontologie et de la discipline des professions judiciaires et juridiques au ministère de la Justice, Maître Juliette Choueblin, avocate au barreau de Paris, vice-présidente de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux, Frédéric Morel, vice-bâtonnier du barreau de Nancy, vice-présidente de la commission des règles et usages du CNB, Madame la vice-bâtonnière, et Monsieur le bâtonnier Alain Lemaguer, bâtonnier du barreau de Lorient, président de la commission de discipline de la conférence des bâtonniers. Voilà, après ces quelques mots d'introduction, je passe la parole à Madame Vacher qui va nous indiquer le rôle de la chancellerie dans la co-construction de ce décret. Je vous remercie et je remercie le Conseil national des barreaux également d'avoir convié la chancellerie aujourd'hui pour parler de la procédure disciplinaire simplifiée et plus particulièrement la direction des affaires civiles et du sceau à laquelle j'appartiens. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la DACS, c'est une direction normative. C'est-à-dire que la DACS élabore la législation et la réglementation des professions juridiques et judiciaires auxquelles appartiennent les avocats. Plus spécifiquement, il y a une sous-direction des professions judiciaires et juridiques et le bureau M4, bureau de la déontologie et de la discipline des professions, qui a notamment pour mission l'activité normative en matière de déontologie et de discipline. Donc, c'est mon bureau qui a travaillé à ce décret sur la procédure disciplinaire simplifiée, comme vous l'avez évoqué, en étroite collaboration et lien de co-construction avec le Conseil national des barreaux, car comme vous l'indiquiez, ça fait longtemps que la profession attend cette procédure disciplinaire simplifiée qui a connu quelques écueils avant de pouvoir entrer en vigueur. Donc, je vais revenir sur cette genèse. En effet, l'article 40 de la loi du 22 décembre 21 pour la confiance dans l'institution judiciaire a réformé la loi du 31 décembre 71 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette réforme faisait suite aux principales orientations recommandées par le rapport d'inspection de l'Inspection générale de la justice sur la discipline des professions du chiffre et du droit, lequel dressait le constat de la diversité et de la complexité des régimes disciplinaires de professions du droit. Cette réforme de la discipline était également voulue par les avocats afin de renforcer cette déontologie et cette discipline des avocats afin d'accroître la confiance des citoyens dans l'action des professionnels. À la base, suite à l'entrée en vigueur de la loi Confiance, un projet de décret relatif à la discipline des avocats a été préparé en 2022, modifiant le décret du 27 novembre 91 organisant la profession d'avocat.
L'article 16 de ce projet de décret prévoyait, sur proposition des avocats, mais dans le silence de la loi confiance sur son point, d'introduire une procédure disciplinaire simplifiée afin de permettre aux bâtonniers de traiter les manquements déontologiques les moins graves dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une réclamation présentée par un tiers. La sanction envisagée devait être limitée à l'avertissement et au blâme et acceptée par l'avocat. C'était une sorte de CRPC qui était voulu par les avocats et le CNB. Néanmoins, lors du passage de ce projet de décret devant le Conseil d'État, le 26 juin 2022, un débat a eu lieu sur la légalité d'une telle procédure, en l'absence totale d'assises légales dans la loi confiance de cette procédure simplifiée. En effet, l'article 23 de la loi du 31 décembre 71, issu de l'article 40 de la loi confiance, n'instaurait qu'un seul type de procédure disciplinaire, prévoyant une saisine de l'instance disciplinaire après désignation d'un membre du Conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ainsi, le Conseil d'État a considéré que le législateur a uniquement voulu confier le pouvoir disciplinaire à la juridiction disciplinaire, Conseil de discipline, à l'exclusion de toute autre procédure. Il y a eu donc disjonction de cette procédure simplifiée. Il a fallu attendre d'avoir un nouveau vecteur législatif, ce qui n'a pas été simple au vu des compositions du Parlement. Et il a fallu attendre donc la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, qui a créé un article 23.1 au sein de la loi du 31 décembre 71, instituant la fameuse procédure disciplinaire simplifiée tant attendue. Ainsi, désormais, l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Donc, c'est ce fameux décret du 29 janvier 2025, dont l'article 1 crée les articles 187.2 à 187.6 au sein du décret du 27 novembre 91 organisant la profession d'avocat. Alors, il convient également de préciser que les dispositions de ce décret d'application reprennent non seulement celles issues des travaux menés avant disjonction, mais il a été également ajouté, toujours selon les souhaits de la profession et avec un travail de co-construction avec la chancellerie, la possibilité de poursuivre la procédure disciplinaire simplifiée en cas de refus par l'avocat de la sanction proposée. Voilà pour les détails. Je vais vous laisser poursuivre sur cette procédure simplifiée. Merci madame. Ce que j'ai donc merci et merci à la DACS d'avoir été toujours aux côtés et au soutien de la profession sur ces demandes que nous allons qui ont débouché sur ce décret que nous allons vous exposer. J'ai oublié d'indiquer bien sûr que vous pouvez poser des questions. Alors le moyen technique ne permet pas de donner la parole à ceux qui nous suivent, mais vous pouvez poser des questions par écrit et on essaiera, après chaque intervention, de répondre à une ou plusieurs questions. Donc, n'hésitez pas. Une procédure simplifiée, une procédure disciplinaire simplifiée. Trois items pour les conditions du recours à cette procédure. C'est d'abord une procédure qui est à la seule main des bâtonniers, qui n'est pas possible dans tous les cas et qui ne débouche pas sur toutes les sanctions. Une fois que ceci est posé, pour entrer dans le détail, donc comme le rappelait Madame Vacher, jusqu'à présent, nous avions une seule procédure disciplinaire. Celle-ci est devenue la procédure disciplinaire ordinaire. Elle est toujours codifiée aux articles
188 à 199 du décret de 1991, mais elle est intitulée, c'est dans une section 2, procédure ordinaire. Elle est donc précédée de la procédure disciplinaire simplifiée qui est dans cette section 1 qui la précède aux articles 187-2 à 187-6. Cette procédure n'est pas utilisable par les mêmes autorités de poursuite que la procédure ordinaire. Procédure ordinaire, le bâtonnier, le procureur général, de manière concurrente et tout à fait concurrente, et l'auteur de la réclamation, après avoir saisi préalablement le bâtonnier et ne pas avoir eu une réponse qui le satisfasse, à savoir des poursuites engagées par celui-ci dans des conditions qui sont définies par le décret. Là, la procédure simplifiée, c'était une demande du Conseil national des barreaux. La procédure simplifiée, c'est uniquement le bâtonnier. Donc, le bâtonnier, et lui seul, va pouvoir lancer cette procédure quand il l'estimera nécessaire, quand il l'estimera pertinent. Ça va conditionner le fait que ce n'est pas ouvert dans tous les cas. En effet, la réforme que vous rappeliez, madame, de 2021 a donné une place importante, et ça aussi c'était un souhait de la profession, à l'auteur de la réclamation. Sauf que cet auteur de la réclamation, il a le droit de saisir la juridiction disciplinaire et on n'a pas entendu le priver de ce droit et qui peut déboucher sur toutes les sanctions disciplinaires. Là, cet auteur de la réclamation, si le bâtonnier a été saisi par un tiers, alors ce ne sont pas les mêmes termes, c'est intéressant, ce ne sont pas les mêmes termes qui sont employés. Si le bâtonnier a été saisi par un tiers sur une réclamation d'un tiers, il ne pourra pas avoir recours à la procédure simplifiée, sauf si l'auteur de la réclamation est un avocat. Puisque pour la procédure simplifiée, un avocat plaignant peut se plaindre de nos confrères et on peut se saisir un bâtonnier au disciplinaire d'une réclamation contre un confrère. Mais dans ce cas-là, l'avocat qui est auteur d'une réclamation n'est pas un tiers au sens de la procédure simplifiée, sous réserve que nous ayons tous la même lecture. Mais mis à part cet auteur de réclamation, tous les autres auteurs de réclamation, on pourra débattre des faits qui sont signalés par un tiers sans que ce soit une réclamation. Mais donc, dans tous les autres cas, donc, le bâtonnier peut avoir recours à la procédure simplifiée. Sauf si l'avocat poursuivi, l'avocat qui pourrait être poursuivi, a fait l'objet dans les 5 ans qui précèdent d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. C'est logique, puisque une deuxième procédure disciplinaire pourrait avoir des conséquences sur le devenir de ce sursis, et donc par définition, puisqu'on va le voir, la peine d'interdiction et les conséquences d'une révocation du sursis ne sont pas accessibles ne peuvent pas être prononcées dans le cadre d'une procédure simplifiée. C'est exclu. Mais sous réserve de ces deux exclusions, donc la réclamation d'un tiers qui n'est pas avocat, et un avocat poursuivi qui a déjà fait l'objet dans les 5 ans qui précèdent d'une peine d'interdiction, c'est tout à fait possible pour le bâtonnier. Bien sûr, pour des faits, on va dire, relativement mineurs. Alors, c'est l'appréciation souveraine du bâtonnier. Par définition, les faits graves, ce n'est pas cette procédure qui va être utilisée, même si le bâtonnier en a eu connaissance autrement que par la réclamation d'un tiers. Donc, c'est le bâtonnier qui considère que les faits dont il est saisi ne sont, à son avis, punissables que pour revenir sur les peines, et ne peuvent déboucher que sur les sanctions, à titre de sanctions principales, l'avertissement ou le blâme. Donc, on a une échelle de peine qui n'est pas corrélée
à la gravité de la sanction. On n'est pas en matière pénale où on corrèle des sanctions en fonction de faits. Là, on a des faits qui sont une faute déontologique et on a 4 niveaux de sanctions, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire jusqu'à 3 ans potentiellement avec sursis et la radiation pour parler des peines principales. Là, pour la procédure simplifiée, ce sont les 2 premières peines, avertissement ou blâme, qui pourront être prononcées et 3 sanctions complémentaires uniquement, éventuellement. La publicité des dispositifs en tout ou partie des motifs de la décision dans le respect de l'anonymat des tiers, donc publicité de la décision. Deuxième chose, interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou contrat de stage ou encadrer un collaborateur ou un stagiaire. Troisième sanction complémentaire pouvant être prononcée, une formation complémentaire en déontologie ne pouvant excéder 20 heures et qui ne se confond pas, bien évidemment, avec l'obligation annuelle de formation. Donc voilà le cadre dans lequel cette procédure disciplinaire simplifiée peut être utilisée. Est-ce que l'on a à ce stade des questions ? S'il n'y a pas de questions, est-ce que à la table aussi, on peut très bien échanger sur des points, notamment sur cette notion de tiers. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est le bâtonnier Lemaguer. Oui, non, bonjour à tous. Oui, non, sur la notion de tiers, je pense que je suis d'accord avec le président Blanquer. Il n'y a pas de doute que l'avocat peut faire utiliser cette procédure simplifiée. Donc, il n'y a pas. Le tiers, c'est vraiment le justiciable extérieur qui, là, évidemment, ça exclut une partie des réclamations, mais c'est la notion de réclamation qu'on peut définir aussi, président, parce que le bâtonnier va se saisir de faits qui n'émanent pas forcément de réclamations, mais de faits dont il a connaissance par l'intermédiaire éventuellement de magistrats, mais il n'y a pas vraiment une plainte contre le confrère. Et là, le bâtonnier va avoir un certain nombre d'informations qui sont susceptibles de lui permettre d'engager cette procédure simplifiée. Merci. D'autres s'il n'y a pas à ce stade d'autres interventions, ben justement, monsieur le bâtonnier, une question. Donc, posant les questions, chargées de suivre, mais elle aura également une intervention, madame la vice-bâtonnier Frédéric Morel. Alors, bonjour à tous. Alors, on demande si les faits sont signalés par le procureur général ou le procureur en cas de condamnation pénale définitive contre un avocat, peut-on engager une procédure disciplinaire simplifiée? Et on donne comme exemple, s'il s'agit d'une condamnation pénale pour violence conjugale, la victime tiers exclut-elle d'engager une procédure simplifiée? Alors, à partir du moment où le signalement intervient, non par le plaignant, par la victime, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Après, il y aura peut-être une difficulté concernant la gravité des faits qui sont signalés. Ça va être à l'appréciation du bâtonnier sur l'engagement, mais on va voir que tout au long de la procédure, cette appréciation peut être contestée, remise en cause, et on va le voir. Et c'est d'ailleurs l'intérêt, c'est il y a une appréciation initiale, cette procédure est lancée, mais après cette procédure se continue et on va voir que cette procédure commence par, sauf erreur de ma part, une convocation de l'avocat, un entretien et une proposition de sanction, et c'est le bâtonnier Lemaguer qui intervient sur ce point. Si je peux on a une autre question, pardon.
La procédure disciplinaire simplifiée, c'est vraiment pour les manquements les moins graves. Donc, à partir du moment où il y a une condamnation au pénal, on peut considérer que c'est quand même assez grave et que la procédure disciplinaire simplifiée n'a pas à s'appliquer. Dans des cas, en plus, au pénal, en général, c'est assez rare, ça peut arriver, hein, mais que ce soit à l'encontre d'un avocat. Donc, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, à partir du moment où c'est un tiers, c'est-à-dire où c'est un non-avocat, la procédure disciplinaire simplifiée n'est pas ouverte. Donc, ce n'est pas possible. On retombe sur la procédure disciplinaire ordinaire, hein, comme on l'appelle. Donc, pour répondre à cette question, non, pour moi, violence conjugale, la procédure disciplinaire simplifiée n'est pas ouverte. Elle est à tout le monde pas adaptée. Voilà. Et on reviendra après dans le cours des interventions, mais il faudra aussi savoir que même si un bâtonnier décidait qu'il y a une possibilité de procédure disciplinaire simplifiée, le procureur général peut toujours s'y opposer, refuser d'homologuer, et il en va de même de la juridiction disciplinaire. Donc ce n'est pas que le bon vouloir de l'appréciation des faits par le bâtonnier. Alors, j'ai deux autres questions, pardon. On me demande si l'auteur de la réclamation, autre que l'avocat, peut-il accepter une procédure simplifiée, notamment pour sortir de la phase de conciliation? Non, a priori, de toute façon, le bâtonnier n'aura pas recours à cette procédure simplifiée dès lors qu'il est saisi par l'auteur de la réclamation. Après, il peut y avoir une phase de conciliation dans le cas de la disciplinaire classique, mais ça va être autre chose. Mais non, ça ne va pas être possible et il n'est pas prévu que l'auteur de la réclamation puisse renoncer à se prévaloir et qu'on puisse... Non. Alors, j'ai encore une question. Donc, on demande si un tiers se plaint de ne pas avoir de nouvelles de son avocat qui est taisant et que l'avocat taisant ne répond pas non plus à son bâtonnier. Est-ce que dans ce cas-là, le bâtonnier peut reprocher un défaut de réponse au bâtonnier pour engager la procédure disciplinaire simplifiée et non pas le défaut de réponse au client? Moi, je pense effectivement que c'est tout à fait possible. À partir du moment où le bâtonnier se saisit d'un manquement qu'il estime être un manquement de la part de l'avocat, rien ne s'oppose à ce qu'il engage la procédure simplifiée. C'est pas parce qu'à l'origine, il y a pu avoir aussi à côté une réclamation d'un tiers, mais c'est pas sur cette base-là uniquement que le bâtonnier va se saisir. D'accord. Donc, comme annoncé, cette procédure simplifiée, elle va débuter après la prise de décision du bâtonnier, c'est-à-dire que c'est peut-être cette procédure qu'il va mettre en place par une convocation, monsieur le bâtonnier Lemaguer. Oui, donc nous sommes à l'article 187-3 du décret. Première étape, le bâtonnier souhaite engager une procédure disciplinaire simplifiée, comme on l'a vu, parce qu'un avocat dépose plainte contre un confrère, parce qu'il a vu des problèmes avec ce confrère, des difficultés, des manquements, que ce soit en termes de cotisation, de problèmes de comptabilité, de respect de la déontologie vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis des tiers. S'il a une information, il y a des faits vraiment concrets, que doit-il faire? Première chose, c'est il va convoquer le confrère. L'article 187-3 ne donne pas de forme particulière à cette convocation. C'est une convocation, point final, on ne nous dit pas s'il faut faire une lettre recommandée ou quoi que ce soit. La phrase est simple, hein, le bâtonnier convoque l'avocat poursuivi pour l'entendre. Alors, le cas échéant, il peut être assisté de son conseil. Et c'est là qu'il est important de savoir que cette convocation doit quand même prévoir vis-à-vis du confrère, de lui dire qu'il peut se faire assister de son propre avocat. Et à ce stade-là, je pense qu'il est utile de prévenir le confrère qu'il a le droit de se taire quand il sera entendu. Parce que, comme vous le savez, l'article 187-1, qui est une création aussi du décret de 2025,
oblige désormais à tous les niveaux de la procédure disciplinaire simplifiée, mais aussi procédure disciplinaire ordinaire, à notifier aux confrères poursuivi le droit de se taire. Donc c'est à ce niveau-là, je pense qu'en le convoquant, vous allez lui dire vous avez le droit de vous taire. L'entretien a lieu sans forme particulière. À ce niveau-là, le texte ne nous dit pas qu'il faut faire un PV d'audition. C'est pas d'ailleurs forcément intéressant à ce stade-là. Mais ensuite, une fois que l'entretien a eu lieu, vous allez discuter avec le confrère et éventuellement, là, c'est dans le secret de l'entretien qui va avoir lieu. Est-ce que vous lui proposez déjà une sanction? Vous voyez avec lui, c'est quelque chose qui va être dans la pratique. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que objectivement, on va parler avec le confrère des faits qui lui sont reprochés et des sanctions qu'on envisage, évidemment. Après cet entretien, simplement, le bâtonnier va lui écrire, va lui notifier une proposition de sanction. Cette notification de proposition de sanction doit être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le texte ne donne pas de délai entre le moment où l'entretien a lieu et le moment où on propose la sanction. Donc, pas de délai particulier. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas quand même attendre trop longtemps, mais rien n'est prévu dans le texte. Donc, cette proposition de sanction, elle doit, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, tenir compte des textes qui ne s'appliquent que pour les sanctions d'avertissement et de blâme, mais surtout, à ce niveau-là, le texte nous précise que la proposition doit contenir une indication détaillée des faits reprochés accompagnant des pièces et la motivation de la proposition de sanction. Donc c'est vraiment très important et on le verra tout à l'heure. Il faut que le Conseil après puisse apprécier la sanction qui est donnée. Donc il est très important dans cette proposition de sanction que le bâtonnier rappelle les faits reprochés, évidemment, mais qu'il en justifie par les pièces qui sont dans son dossier et qu'il motive, qu'il dise pourquoi, lui, bâtonnier, il propose aux confrères une sanction, que ce soit l'avertissement ou le blâme, s'il estime que c'est plus grave. Donc, cette notification est vraiment une pièce essentielle dans le dossier. Ça va poser le contentieux. Il faut vraiment faire attention à ce que tout soit bien écrit, bien détaillé. Ensuite, dans les 15 jours de la réception de cette proposition de sanction, l'avocat doit répondre. Il doit reconnaître les faits et accepter la sanction, et le cas échéant, auquel cas, eh bien, on a une première étape de la procédure de franchie qui permettra ensuite de poursuivre. Et deuxième solution, l'avocat peut aussi, dans ce délai de 15 jours, refuser la proposition. Et là, on va voir aussi la suite que ça peut avoir dans le cas de ce refus de proposition. Je précise, pour en terminer, que si l'avocat ne répond pas, ça sera présumé comme un refus. Voilà. Merci. Alors, je précise, pour ceux qui nous suivent, Alain Lemaguer, il est bâtonnier en exercice, donc il se place quand il vous parle, il est le bâtonnier, il vous reçoit, mais il reçoit le confrère. Mais donc c'est à cette précision près, et c'est d'ailleurs très très intéressant d'avoir cette réflexion. Des questions? Alors, j'ai une question, effectivement. Il est demandé si, dans la convocation, on doit à minima évoquer les faits reprochés. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Moi, je pense que ce n'est pas la peine d'être trop précis, mais il faut convoquer pour indiquer qu'on envisage une sanction disciplinaire. Donc, est-ce qu'il faut, à mon avis, pas détailler, mais peut-être faire référence à un fait en particulier? Enfin, ça serait quand même plus correct, parce que le confrère, il voit ensuite il vient avec son avocat. Donc, on a un principe du contradictoire qui va être respecté. Moi, à titre personnel, même si le texte ne le dit pas, je pense qu'il vaut mieux, sans rentrer dans les détails, dire pourquoi on convoque. Maintenant, autour de la table, peut-être que d'autres personnes ont d'autres idées. Il me semble que c'est effectivement sage de préciser un minimum dès lors que l'avocat a la possibilité de se taire. Encore faut-il, pour qu'il sache s'il souhaite ou non se taire,
qu'il sache un minimum ce qui lui est reproché. Mais c'est vrai que le texte ne prévoit pas de formalisme particulier, ni sur la forme, ni sur le contenu à proprement parler de la convocation. Est-ce que cet avis, que je partage aussi, hein, mais est-ce que c'est partagé Oui, après, il peut le convoquer, mais au moins, quand il est devant le bâtonnier, lui dire quels sont les faits qui lui sont reprochés. Ça semble être le minimum, oui, avant de lui dire, voilà, ces faits sont reprochés, vous avez le droit de vous taire. Enfin, oui. J'ai une question complémentaire à celle-ci. On demande si il faut indiquer le fait reproché ou le nom du plaignant pour permettre à l'avocat d'identifier clairement. On parle de faire reprocher hein, dans le texte. Hein. Il n'y a pas de nom de plaignant. Enfin, c'est les faits qui lui sont reprochés. Et après, lui, ils sont notifiés les faits reprochés et la sanction proposée. Et les pièces éventuelles qu'il peut y avoir. Après, dans les pièces, il y aura peut-être des documents sur la personne, le confrère qui se plaint. Moi, j'ai une question. Dans l'enchaînement, ce bâtonnier donc, qui convoque, qui reçoit, qui a notifié le droit de silence, l'avocat poursuivi, potentiellement poursuivi, est convoqué, ils ont échangé. Et vous avez dit, monsieur le bâtonnier, qu'il n'y a pas de délai pour la suite, à savoir notifier une proposition de sanction. Il n'est pas obligé quand même, le bâtonnier. Non, à ce niveau-là, je pense que après l'entretien, évidemment, le bâtonnier peut renoncer à son idée de lancer la procédure disciplinaire simplifiée. Il n'y a pas du tout d'obligation. Ce qui est intéressant dans cette réforme, c'est que c'est vraiment une procédure qui est à la main du bâtonnier. C'est pour remplir un vide hein, qui existait. Le bâtonnier ne pouvait pas sanctionner un confrère et était obligé automatiquement, s'il voulait le faire sanctionner, saisir le CRD et en procédure ordinaire. À partir de cette procédure simplifiée, le but, c'est que le bâtonnier puisse lui-même sanctionner en proposant que 2 niveaux de sanction, sous réserve évidemment d'homologation, comme on va le voir, mais c'est vraiment une procédure à la main du bâtonnier. Donc le bâtonnier, après l'entretien, s'il est satisfait des explications ou s'il estime en son corps défendant qu'il ne va pas poursuivre, il peut très bien ne pas notifier la proposition de sanction. Merci. Alors, on pose comme question, l'avocat a-t-il droit à avoir accès aux pièces et aux dossiers avant son audition par le bâtonnier? Monsieur le bâtonnier, Madame Bachet. C'est pas prévu par les textes. Après l'audition, en tout cas, il doit avoir accès à l'intégralité de son dossier. Et c'est ce dossier qui lui permet de prendre connaissance, de décider s'il doit accepter la sanction ou pas. À ce moment-là, on n'est pas encore dans la procédure et la procédure simplifiée peut tomber. Cette communication du dossier doit lui permettre d'évaluer s'il accepte ou non la sanction qui lui est proposée. Oui, donc l'avocat, après l'entretien, en même temps que la proposition de sanction, il reçoit le dossier. Et là, le dossier est figé. On ne va pas pouvoir rajouter, hein, je ne me trompe pas. Hein, sauf le… Non, c'est le même dossier qui sera communiqué à la juridiction disciplinaire pour homologation. Et une proposition motivée. Et là aussi, est-ce qu'on va pouvoir rajouter, si le bâtonnier a oublié de motiver, il peut rajouter ou c'est fini? À mon avis, ça va être difficile. Je pense qu'il faut que, à ce niveau-là, c'est une pièce vraiment fondamentale. Il faut, le litige va être lié, à mon avis, par cette notification par le bâtonnier de la proposition de sanction avec le détail des faits, avec les pièces, on ne pourra pas rajouter des pièces après dans la procédure, et avec une motivation qu'il faut soigner, parce que je ne pense pas qu'on puisse en changer toutes les 5 minutes jusqu'à la décision du CRD.
Il y a encore d'autres questions. Alors, une question relative à l'information que doit ou non donner le bâtonnier des suites qu'il entend donner, notamment du fait qu'il ne poursuive pas, et d'autres questions relatives à la signature savoir si l'entretien entre le bâtonnier et l'avocat fait l'objet d'un PV d'audition qui est signé également par l'avocat. À ce niveau-là, le texte ne le dit pas et je ne pense pas que ce soit utile et intéressant dans la mesure où l'entretien, quels que soient les propos tenus, de toute façon, on ne pourra d'abord pas s'en servir par la suite, mais qu'importe, c'est pas à ce niveau-là que ce qui sera dit par l'avocat pourra être intéressant. Ce qui compte, c'est une fois qu'il a reçu la notification, là, il a des choses à dire, mais ici, il reconnaît pas, etc. Mais le PV d'audition lui-même, encore une fois, il n'est pas prévu par les textes et je ne pense pas que ce soit utile. Il faut simplement acter que vous l'avez reçu, enfin que le bâtonnier a bien reçu le confrère et qu'il lui a bien notifié ses droits, le droit de se taire notamment, qu'il fasse signer un document simple, mais pas forcément un PV d'audition. Ça me paraît inutile. Maintenant, c'est un avis. Oui, et la deuxième question, c'était est-ce que le bâtonnier qui prendrait la décision de ne pas poursuivre doit la notifier, cette décision de ne pas poursuivre? J'aurais tendance à répondre non, mais est-ce qu'on est d'accord Écoutez, moi, dans le texte, il n'y a rien non plus. On ne nous dit pas qu'il faut... il y a une procédure spéciale pour dire aux confrères qu'on ne le poursuit pas. Moi, à partir du moment où l'entretien a eu lieu, il suffirait même de donner un coup de fil pour dire qu'on ne poursuit pas. Maintenant, si on fait une lettre, on fait une lettre pour dire qu'on ne poursuit pas. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucune règle imposée et chaque bâtonnier fait selon ses choix. C'est vrai que le texte n'impose rien, enfin ne précise rien. Après, on peut partir du principe que par confraternité, évidemment, le bâtonnier va informer le confrère qui peut-être ne dort plus la nuit pour le rassurer et que ce soit effectivement de manière informelle par un coup de fil ou par une lettre. Mais là, je dirais que le texte n'avait pas besoin de l'écrire, me semble-t-il. Oui, et puis en plus, comme il n'y a pas de délai, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même informer le confrère assez rapidement si on décide de ne pas poursuivre, parce que comme on le dit, ça n'a pas la peine qu'il se mette la rate au courbouillon, comme on dit, pendant des semaines, en disant ah, quand est-ce que ça va venir. Merci. Merci. S'il n'y a plus de questions, donc la suite, elle est double. Elle va dépendre de la décision de l'avocat poursuivi. Il a pu accepter ou il a pu refuser, ou se taire, mais ça équivaut à un refus. Donc, que se passe-t-il s'il accepte, Madame la vice-bâtonnier Frédérique Morel? Oui, merci Bruno. Alors, la phase postérieure à l'acceptation de la proposition de la peine par l'avocat, elle est régie par l'article 187-4 du décret qui prévoit donc les suites de cette procédure et les conditions dans lesquelles le conseil de discipline va accepter, enfin va homologuer ou non la peine proposée par le bâtonnier acceptée par l'avocat. L'article 187.4 nous indique que dans les 15 jours de l'acceptation de la proposition de la sanction par l'avocat, pardon, j'ai du mal avec ce micro, dans les 15 jours, là c'est bon, dans les 15 jours, pardon, de l'acceptation par l'avocat de la sanction proposée par le bâtonnier transmet au conseil régional de discipline il saisit le conseil, la juridiction disciplinaire, donc conseil régional en province, conseil de l'ordre disciplinaire à Paris, pour demander l'homologation. Alors, on n'a pas de précision sur les modalités pratiques de transmission du dossier par le bâtonnier à la juridiction disciplinaire. Est-ce qu'on l'envoie en recommandé? Est-ce qu'un mail est suffisant? Est-ce que on dépose au secrétariat du conseil de discipline contre récépissé? Aucune précision n'a été apportée par le texte. Je pense que
on peut considérer que une lettre ou un dépôt à l'ordre peut être suffisant. Un mail, pourquoi pas, avec la réserve des problématiques de confidentialité, bien sûr. À noter qu'il n'y a pas de sanction en cas de non-respect de ce délai de 15 jours imparti au bâtonnier pour saisir le Conseil régional de discipline. Le texte nous indique ensuite que dans les meilleurs délais, donc on n'a pas de précision temporelle plus détaillée, le Conseil de discipline rend une décision au terme de laquelle il homologue ou il refuse d'homologuer la sanction proposée par le bâtonnier et acceptée par l'avocat. Le dossier qui est transmis par le bâtonnier au Conseil de discipline, c'est un dossier qui comprend à minima la notification de la proposition de sanction à l'avocat et l'acceptation de l'avocat. Le Conseil de discipline, dans les meilleurs délais, donc, doit homologuer ou pas homologuer la décision, la proposition de peine. Pour homologuer la proposition de peine, le Conseil de discipline, qui peut, je le précise également, statuer en formation restreinte le cas échéant. On n'a pas de détails sur les conditions dans lesquelles il peut statuer en formation restreinte. La formation restreinte, c'est 5 membres du Conseil de discipline. Donc, la juridiction disciplinaire va statuer sur un dossier. Aucune audience n'est prévue pour permettre de s'expliquer dans cette phase d'homologation. Donc, à la différence d'une CRPC du Code de procédure pénale, puisque là, on a une audience d'homologation. Là, le Conseil de discipline s'assure à la fois de l'accord et décide ou non d'homologuer sans entendre le bâtonnier ou à tout le moins l'avocat poursuivi. Alors, il va exercer d'abord un contrôle que je déterminerai de formel, c'est-à-dire que le Conseil de discipline va vérifier que la proposition de peine, que l'avocat reconnaît effectivement les faits qui lui sont reprochés et qu'il accepte la proposition de sanction qui a été faite. Ça ressort des pièces que le bâtonnier va transmettre. Et le Conseil de discipline a un pouvoir d'appréciation sur le fond, puisque pour homologuer, c'est l'article 187-4 qui l'indique, la juridiction disciplinaire doit s'assurer de l'adéquation entre les faits et la sanction qui a été proposée par le bâtonnier et acceptée par le confrère. Alors, pour ce faire, il va falloir que le bâtonnier détaille le plus possible les faits qui sont reprochés à l'avocat, le comportement de l'avocat, pour permettre au Conseil de discipline d'avoir tous les éléments qui vont lui permettre d'homologuer, de décider d'homologuer cette sanction parce qu'elle est en adéquation avec les faits reprochés. En l'absence de suffisamment de détails, le Conseil de discipline pourrait parfaitement, au motif de son impossibilité à s'assurer de l'adéquation entre les faits reprochés et la sanction, refuser d'homologuer cette sanction. Le Conseil de discipline peut également, quand bien même cette phase est respectée, c'est-à-dire la reconnaissance des faits, l'acceptation de la peine et l'adéquation entre les faits et la sanction, peut refuser d'homologuer la sanction au motif de la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession, qui justifierait la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession, une procédure disciplinaire ordinaire. On n'a pas d'autres précisions sur la nécessité de qualifier en quoi la nature des faits, le comportement de l'avocat ou la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession justifieraient procédure disciplinaire.
La décision n'a pas à être motivée en détail, du moins de ce qui est prévu par le texte. On verra peut-être le cas échéant, effectivement, de la jurisprudence à venir. Cette liste, elle est exhaustive, donc il faut que le conseil de discipline, s'il refuse d'homologuer, donne une des raisons pour lesquelles qui ont été prévues par l'article 187-4. Le conseil de discipline peut donc soit homologuer, soit ne pas homologuer la décision. Le conseil de discipline va notifier sa décision avec les pièces du dossier par tout moyen conférant date certaine à sa réception. On a donc laissé le choix du moyen de transmettre les éléments au conseil de discipline à l'avocat poursuivi qui a, dans les 15 jours de la réception de la décision, une possibilité, d'exercer un recours contre la décision d'homologation. La question qui pourra se poser sera évidemment de l'intérêt à agir, puisqu'il a accepté la sanction. Ça peut donner lieu effectivement à un contentieux. Après, il a ce droit de recours dans les 15 jours et dans les conditions dans les 15 jours de la notification et dans les conditions de l'article 188-2 du décret. Au procureur général qui, lui, a le pouvoir, toujours dans les 15 jours, de s'opposer à la décision d'homologation qui donc sera non avenue, et il faudra donc que le bâtonnier, dans ce cas-là, ou en cas de recours de l'avocat poursuivi, eh bien, exerce la procédure disciplinaire ensuite. Donc, c'est ce dont on va vous parler ensuite, puisque c'est ce qui a été nouvellement prévu pour permettre au bâtonnier de poursuivre. Les deux voies de recours, enfin l'opposition et le recours, c'est dans les 15 jours de la notification de la décision et dans les conditions de l'article 188-2. L'opposition doit être notifiée à la juridiction disciplinaire, toujours par tout moyen, conférant date certaine à sa réception, donc par le procureur général, et on doit transmettre évidemment. Le procureur général doit transmettre la copie de l'opposition au bâtonnier, à l'avocat poursuivi et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation. Évidemment, en cas d'opposition, l'homologation elle est non avenue et le dossier repart à la main du bâtonnier. En l'absence d'opposition, donc dans les 15 jours du procureur général ou de recours de l'avocat, la décision devient définitive. Là encore, sont informés du caractère définitif de la décision l'avocat poursuivi, le bâtonnier et, le cas échéant, l'auteur de la réclamation. Il est à noter que une fois que la décision d'homologation est devenue définitive, elle est versée au dossier de l'avocat, au dossier personnel de l'avocat poursuivi, qui est tenu à l'ordre et donc qui peut servir Oui, voilà. Enfin, on a cette information dans le dossier disciplinaire de l'avocat et donc, en cas de manquement nouveau, on tiendra compte de cela. Voilà. Ce que je voulais dire, je vais en même temps, je vais prendre ma casquette qui aussi. Merci. Et avant, le temps que vous preniez les connaissances, on peut-être revenir sur ce délai de 15 jours après l'acceptation par l'avocat poursuivi. Est-ce que vous avez indiqué que, selon vous, ce délai n'était pas soumis à sanction? On a un petit peu échangé. Il y a des conceptions différentes. Je crois que Maître Schweblin. C'est vrai que le texte ne mentionne pas de sanction, mais il mentionne bien un délai. Donc, dans le cadre de la rigueur d'une procédure disciplinaire, il semble plus que prudent pour éviter toute irrégularité qui entraînerait une nullité de la procédure, de respecter évidemment ce délai, nous semble-t-il. Mais c'est vrai que le texte ne le dit pas expressément. Madame Bachet. Oui, le texte ne le prévoit pas, mais à partir du moment, comme vous le dites, maître, où un délai de 15 jours est prévu, il doit être respecté. Sinon, il y a un risque d'irrégularité de la procédure et peut la faire tomber. En unité, pour moi. Donc, il a 15 jours, on respecte ce délai de 15 jours. Alors, effectivement, je suis d'accord, je pense qu'on doit le respecter. L'idée, c'est aussi une célérité dans
la tenue de la procédure, mais sur le fait d'une nullité, on n'a pas de texte qui prévoit une nullité. Je ne pense pas qu'on puisse. Je ne pense pas que ça sera une nullité. Oui. C'est la juridiction disciplinaire va dire je ne suis pas valablement saisi, puisque c'est quand même très, très formel, hein, puisqu'il n'y a pas d'audience, c'est sur dossier. Et je pense qu'on aura de la jurisprudence qui va préciser, les CRD vont préciser si oui ou non ils considèrent que saisis le 17e jour, ils sont valablement saisis ou ils ne le sont pas. J'aurais tendance à penser, mais vous voyez, ces textes ne répondent pas à tout, mais peut-être que ça sera précisé ultérieurement. Mais c'est sûr qu'il ne faudrait pas dépasser ce délai, mais et que le risque est grand que la juridiction disciplinaire n'homologue pas pour ce motif. Il se passe quoi si la juridiction disciplinaire n'homologue pas, vous l'avez dit, on revient à la case départ, c'est-à-dire on referme la parenthèse, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Si la juridiction disciplinaire n'homologue pas, le dossier repart à la main du bâtonnier, à charge pour lui de prévoir la procédure normale, classique de poursuite disciplinaire. Est-ce que vous avez des questions à vous-même? Alors, j'avais comme question, est-ce que l'auteur de la réclamation peut intervenir dans la phase d'homologation? Rien n'est prévu par les textes. À mon sens, non, puisque il n'y a pas d'audience et en tout état de cause, il n'a pas vocation à être présent, comme d'ailleurs en procédure normale. Il n'est pas entendu et il ne fait pas partie de cette procédure disciplinaire. Alors, auteur de la réclamation qui, dans le cas présent, sera nécessairement un avocat. Est-ce qu'il y a d'autres questions, y compris à la table? Alors moi j'en avais une autre dans le chat, c'était on demandait effectivement, alors il a été répondu dans les échanges si c'était le président du conseil régional de discipline ou le conseil régional de discipline ou une formation restreinte. Comme je l'ai indiqué, effectivement, c'est le conseil régional de discipline, le cas échéant en formation restreinte. Ce n'est pas un pouvoir du président du conseil régional de discipline de décider ou non d'homologuer la sanction proposée, acceptée. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non? Alors, ce qui a été décrit jusqu'à présent, c'était l'idée initiale et qui avait été, ce que vous rappeliez, Madame Vacher, acceptée par la DACS et sur laquelle le Conseil d'État nous a dit qu'il manquait quand même un véhicule législatif, un support législatif. Et le fait de ce temps qui nous a été imposé nous a permis de poursuivre la réflexion. Et cette mandature, alors c'est pour le Conseil national des barreaux, c'est un travail sur 3 mandatures. Hein, on est sur du temps long, mais ça permet d'améliorer la réflexion et toujours, je le disais, le soutien de la DACS. Il nous est apparu nécessaire que le nom de l'avocat poursuivi ne soit pas nécessairement la fin de la procédure simplifiée et qu'il y ait une possibilité de la poursuivre malgré ce nom. Maître Juliette Choueblin. Merci. Alors moi, je vais vous parler donc de l'acte 2 de la procédure disciplinaire simplifiée, car comme vient de l'indiquer le président Blanquer, il est possible de prévoir une autre phase simplifiée, et c'est la liberté et l'appréciation souveraine du bâtonnier que de mettre en œuvre cette seconde tentative de procédure simplifiée. Elle se caractérise par un formalisme un peu plus important, donc il y a un peu, je dirais, une gradation, puisque dans cette phase, alors il n'y a pas de délai,
on se pose toujours la question des délais, et effectivement, c'est important. Les textes ne prévoient pas de délai entre la fin de la procédure simplifiée phase 1 et la suivante. Bon, évidemment, c'est logique que cela intervienne avec quand même une célérité, puisque le but de la procédure simplifiée, c'est de donner plus de flexibilité, plus de souplesse, mais aussi de permettre un traitement plus rapide, évidemment, des infractions, enfin des manquements déontologiques. Mais le texte ne prévoit pas formellement de délai. Donc, le bâtonnier doit convoquer à nouveau l'avocat poursuivi, qui peut évidemment toujours être assisté par un conseil, et il va lui transmettre la copie du dossier disciplinaire constitué avant la proposition de sanction. C'est très important, et c'est ce qui caractérise cette procédure forme de justice négociée, entre guillemets, c'est que pour donner toutes ses chances à la procédure simplifiée phase 1, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de maintenir quand même une certaine confidentialité, comme on le ferait dans des discussions un petit peu transactionnelles, et que l'avocat ne se dise pas, en fait, tout ce que je pourrais dire sera retenu contre moi si jamais à la fin je n'accepte pas la sanction qui m'est proposée. Donc, voilà, c'est une garantie qui a semblé importante pour garantir le succès de ces procédures, leur efficacité, c'est qu'on repart d'une feuille blanche. Donc, le bâtonnier convoque l'avocat à une audition, lui notifie le droit de se taire, le droit de garder le silence, et évidemment, le contradictoire doit être respecté, c'est-à-dire que l'avocat doit savoir, normalement, il connaît déjà quand même un peu les tenants et aboutissants, et cette fois-ci, un procès-verbal d'audition doit être dressé. Vous vous souvenez que ce n'était pas le cas dans le cadre de la première phase. Là, c'est plus formel. Un PV d'audition doit être établi, et ensuite l'ensemble du dossier, donc PV d'audition plus toutes les pièces qui constituent le dossier, sont transmis au président de la juridiction disciplinaire et à Paris au bâtonnier doyen membre du Conseil de l'ordre. Donc, l'avocat poursuivi est ensuite convoqué devant la juridiction disciplinaire. Donc là aussi, c'est différent, puisque vous avez en tête que première tentative, mise en œuvre de procédure disciplinaire simplifiée, l'avocat n'est pas convoqué devant la juridiction. On est directement sur une homologation s'il a accepté, reconnu les faits, accepté la sanction. Là, l'avocat poursuivi va être convoqué devant la juridiction disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 192 du décret. Donc, c'est-à-dire comme dans le cadre d'une procédure ordinaire. Donc, je rappelle quand même le contenu des dispositions de cet article. Donc, la convocation ou la citation comporte à peine de nullité l'indication précise des faits reprochés, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. Bon, ce qui ne s'appliquera pas forcément là, mais la convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, etc. Cette demande, évidemment, cette demande doit être faite dans un délai de 15 jours à peine de forclusion, et l'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander par tout moyen à être entendu par la juridiction disciplinaire. Alors, je pense que dès lors qu'il y a un renvoi explicite à cet article, je pars du principe, en tout cas moi c'est ma compréhension, que ça s'applique. Le texte ne prévoit pas que ce n'est pas le cas. Pour être tout à fait franche, en relisant le texte tout à l'heure, je me suis dit que c'était un point que je n'avais pas vu par le passé en travaillant sur le sujet. Mais en tout cas, l'article 192 du décret prévoit cela. Donc, ce qui est un petit peu peut-être contradictoire avec d'autres dispositions, on le verra plus tard. Donc, la convocation et l'ensemble des pièces, je l'ai dit, sont communiquées. Elles sont également adressées au procureur général, et la juridiction disciplinaire peut statuer éventuellement en formation restreinte. Le texte le prévoit, et elle a la possibilité soit évidemment de condamner
l'avocat, soit de le relaxer des faits poursuivis. Et dans ce cas, la procédure s'arrête, il n'y a pas de recours, soit juger n'y avoir lieu à procédure simplifiée. Et donc là, ce sera un renvoi éventuellement à la procédure ordinaire, à la libre appréciation du bâtonnier. Donc les conditions initiales, les conditions initiales de cette procédure doivent être respectées. La juridiction disciplinaire ne peut donc pas prononcer d'autres peines que l'avertissement et le blâme. Donc le risque encouru par l'avocat, je dirais, n'est pas différent. Ensuite, la décision est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les 8 jours de son prononcé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Et chacun peut faire appel de la décision de condamnation ou de relax. Et le procureur, pour sa part, peut faire opposition. Enfin, l'avocat auteur de la réclamation sera informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci sera passée en force de chose jugée. Voilà pour les étapes de cette procédure disciplinaire simplifiée acte 2, si j'ose dire, avec donc à retenir une procédure plus formelle, renforcée, on va dire, avec une convocation, un PV d'audition dressé, formel, une convocation devant la juridiction disciplinaire, mais la protection pour l'avocat poursuivi, je dirais, enfin, la protection, c'est-à-dire que ce qu'il aura pu évoquer, mentionner oralement et qui pourrait figurer dans la proposition de sanction, par exemple, motivée du bâtonnier ou des observations écrites qu'il aurait pu communiquer, le cas échéant, lors de la phase 1 de la procédure simplifiée, ne sont pas dans le dossier. Et je l'ai dit, c'est une page blanche qui s'ouvre quand cette étape 2 s'ouvre. Alors, avant les questions, peut-être une petite réaction. Sur l'article 180. Non, l'article, on est d'accord. Vous êtes d'accord. On a validé, l'avocat auteur de la réclamation, on a échangé, effectivement. Et Madame Vacher me faisait remarquer, mais, globalement, pour l'audience, sauf que c'est le président, c'est la juridiction qui convoque, Oui. C'est la grande particularité, c'est la juridiction qui convoque, mais c'est la procédure ordinaire qui s'applique, qui va s'appliquer, et donc 192 va s'appliquer, ce qui implique que là, le procureur général, il n'a pas de pouvoir d'opposition. Là, s'il n'est pas satisfait de la sanction, il doit faire appel. Voilà. Oui, non, cette petite précision à cette réserve, et en sachant également que, mais on en parlera tout à l'heure sur l'échec, le CRD, il peut condamner, relaxer ou dire n'y avoir lieu à recours à cette procédure, toujours pareil, si il considère qu'elle a été mal employée, si les faits sont graves et que ça ne lui permet pas de prononcer une sanction à la mesure de ce qu'il souhaiterait, c'est ni condamnation, ni relax, c'est rejet de cette procédure, mais qui peut être également rejeté parce qu'il considère, le CRD va considérer qu'il faut une instruction. Voilà. Est-ce que pendant le temps de mon intervention, est-ce qu'il y a des questions? J'ai effectivement quelques questions. Donc, il y avait une question relative à la citation et à qui rédigeait la citation pour la date d'audience fixée par le CRD, le bâtonnier ou le CRD. Alors, il a été un peu répondu à cette question sur la convocation en elle-même, mais voilà, que doit-elle contenir? La convocation, elle est faite par la juridiction disciplinaire. Le bâtonnier, il transmet le dossier. Ensuite, je dirais que
c'est entre les mains de la juridiction disciplinaire. Alors, j'ai une autre question. On demande si le bâtonnier doit être convoqué à l'audience de procédure simplifiée devant le conseil de discipline. Non. Alors, là c'est peut-être un sujet à débat. Si on est dans une procédure classique, ordinaire, toutes les parties sont là. C'est pas noté dans l'article 187-5, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même le convoquer, ce bâtonnier, pour qu'il y ait l'accusation qui soit présente? Monsieur le bâtonnier, si on ne vous convoque pas, vous en pensez quoi? Moi, c'est vrai que le texte ne dit rien, mais je pense que le bâtonnier qui est à l'origine de la procédure simplifiée devrait être convoqué à l'audience par le CRD. Maintenant, c'est pas écrit, mais je ne vois pas comment le CRD va statuer seul à partir d'un dossier qui lui a été quand même communiqué par le bâtonnier. Des avis contraires, hein. Maître Choueblin? J'ai plus un retour d'expérience en tant que conseil d'avocat poursuivi. Le bâtonnier, en tout cas dans les procédures ordinaires, n'était pas toujours là. Mais bon, c'est variable en fait. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a pas d'accusation qui est soutenue. La procédure se fait uniquement s'agissant du bâtonnier, sur l'acte de saisine. Dans l'expérience à laquelle je pense, oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé en tout cas. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça doit nécessairement se passer. C'est sûr que ça semblerait plus cohérent que le bâtonnier soit présent pour soutenir la poursuite. Oui, d'autant que s'il n'est pas présent en première instance, quid de sa présence en appel, alors que dans la procédure ordinaire, il intervient également. Alors, j'ai une question. S'il y a relax, il est noté qu'il n'est pas possible de faire un recours, mais vous venez, sauf erreur, de dire l'inverse. Oui, c'est une erreur de ma part, en effet. S'il y a une relax, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure au début de mon intervention. S'il y a relax, il n'y a aucun recours. Mais effectivement, à la fin de mon intervention, j'ai dit qu'il y avait un appel, mais c'est pas possible. C'est pas ce que prévoit le texte. C'est bon à savoir, quand on est relaxé, on peut vraiment souffler et faire attention pour la prochaine fois. Alors, j'ai une question d'ordre plus général. On demande si la procédure simplifiée est confidentielle. Alors, elle est confidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de publicité. En revanche, parmi les peines complémentaires possibles, il y a la possibilité une possibilité de publicité de la décision à titre de peine complémentaire. Avec anonymisation du nom des tiers, évidemment. Mais donc, la publicité du dispositif, elle est prévue comme peine complémentaire possible. Et en tout cas, le plaignant est informé, enfin je l'ai dit, mais je le redis, le plaignant, qui donc n'est pas un tiers dans les procédures simplifiées, reçoit une lettre avec le dispositif de la décision. Pas la décision intégrale en elle-même, mais le dispositif. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il le publie sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a une information qui est donnée. Alors, il y a un petit débat sur l'autosaisine du conseil de discipline et en cas de refus sur la phase 2, sur la convocation et la saisine du conseil de discipline. Je ne suis pas sûre de comprendre bien la question. En fait, c'est le bâtonnier qui transmet au conseil de discipline qui se charge d'établir la convocation. En tout cas, c'est ma compréhension du texte. Mais Oui,
là aussi, le bâtonnier, en cas de refus de sanction, il n'est pas obligé de poursuivre. Il n'est pas obligé de poursuivre avec la procédure simplifiée. Il n'est pas obligé de poursuivre avec la procédure ordinaire. Il peut très bien renoncer aux poursuites et c'est une nouvelle décision du bâtonnier. Et là, il va décider ce qu'il fait. Mais il peut poursuivre la procédure simplifiée selon ce qui vient d'être indiqué par Maître Schweblem. D'autres questions? Oui, alors sur le fond, en fait, et plus sur l'intérêt, plusieurs confrères qui demandent, qui disent, je ne comprends pas bien l'intérêt de la procédure simplifiée, acte 2, puisque la sanction est également un blâme ou un avertissement. Alors, il faut peut-être préciser, parce que je vois les questions qui défilent aussi, qu'en fait, la procédure simplifiée ne peut être continuée qu'en cas de refus de la sanction de l'avocat poursuivi. C'est pas refus d'homologation, c'est pas opposition. À ce moment-là, on ne peut pas poursuivre la procédure simplifiée bis, j'appellerais ça, qui continue. À ce moment-là, la procédure simplifiée n'est plus possible. On ne poursuit pas. On peut juste poursuivre par la procédure ordinaire. Donc, faut voir ça. C'est pour permettre de continuer l'action en cas de refus de la sanction sans avoir à saisir la juridiction disciplinaire sous la procédure ordinaire que les avocats trouvaient trop lourde parce qu'il y a désignation d'un rapporteur. Et voilà, c'est le grand changement avec la procédure disciplinaire simplifiée bis en cas de refus d'acceptation de l'avocat. C'est le conseil de discipline est saisi, mais il n'y a pas de désignation d'un rapporteur. Sinon, la procédure à l'audience reste la même. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on a vu que cette procédure simplifiée, elle peut déboucher sur une décision de condamnation, une sanction disciplinaire, ce qui suppose que soit l'avocat en ait été d'accord, soit l'avocat poursuivi, bien sûr, soit après refus de celui-ci, le conseil régional de discipline ou la juridiction disciplinaire ait prononcé une sanction. Mais on a vu également, chemin faisant, que à plusieurs niveaux, il peut y avoir un échec de cette procédure. Alors, moi, peut-être, il est important de rappeler ce qu'est un échec de la procédure disciplinaire, puisqu'on voit bien que elle est à deux niveaux. Qu'est-ce que c'est l'échec et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde de ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qu'on jette? Ou est-ce qu'on garde des trucs ou absolument rien? Monsieur le bâtonnier Lemaguer. Oui, merci. Ça revient à vous. Donc, échec de la procédure simplifiée. Échec à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire cette fameuse CRPC, donc pas d'acceptation, pas d'homologation. Et puis ensuite, dans la deuxième phase, pas non plus de condamnation. Alors, sauf si la juridiction disciplinaire a considéré que les faits ne justifient pas la sanction, c'est-à-dire en clair, si la juridiction disciplinaire, dans le cadre de la phase 2, relaxe l'avocat poursuivi, le bâtonnier, le procureur général et le cas échéant l'avocat auteur de la réclamation, c'est indiqué ainsi par l'article 187-6 du décret qui vise l'avocat auteur de la réclamation, ces trois personnages peuvent engager la procédure disciplinaire prévue à la section 2, c'est-à-dire la procédure disciplinaire ordinaire. Donc, clairement, si le confrère n'a pas été relaxé par le conseil de discipline, eh bien, il est tout à fait possible pour l'une de ces trois autorités, de ces trois personnes, de saisir le conseil régional de discipline pour faire une procédure disciplinaire ordinaire. La seule chose qu'il faut bien retenir dans le cadre de cette nouvelle procédure qui sera engagée par ces personnes, c'est que comme on le disait tout à l'heure, pour la phase 2, on partait d'un dossier vierge. Là aussi, on part d'un dossier vierge. C'est-à-dire que
on ne peut pas invoquer dans cette procédure ordinaire la proposition de sanction qu'on a faite à l'avocat en préalable. On ne peut pas communiquer les observations, les déclarations de l'avocat poursuivi. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans la phase 2, il y a vraiment un PV d'audition, donc on a matière à avoir des informations données par cet avocat. On ne peut pas l'utiliser. Et tous les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi, qui ont pu être échangés ou peuvent être produits par l'avocat poursuivi, ne peuvent pas être produits et invoqués dans la procédure disciplinaire ordinaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'autrement, votre procédure ordinaire, si vous faites trop de mélange des genres, eh bien vous allez arriver à des nullités et finalement vous allez refaire une procédure pour rien. Donc comme on sait là qu'on rentre dans une procédure quand même très lourde en termes de formalisme et notamment avec ce rapport qui est quand même très important à partir du moment où on est dans cette procédure-là, il faut bien faire attention à ce que vous allez mettre dans le dossier quand vous allez faire votre requête au Conseil régional de discipline ou au Conseil de l'ordre à Paris quand vous avez décidé de poursuivre l'avocat après l'échec de la procédure simplifiée. Le temps qu'il y ait des questions, peut-être une question. Donc, il y a échec de la procédure simplifiée. Le bâtonnier, éventuellement, ou le procureur général ou l'avocat réclamant peut lancer une procédure ordinaire. Mais alors, cette procédure ordinaire, elle va pouvoir déboucher sur quelles sanctions? Là, on rentre donc dans la procédure ordinaire. Ça veut dire que toutes les sanctions sont ouvertes. On repart à zéro et on peut demander évidemment tout ce qu'on veut. Puis le Conseil régional ou le Conseil de l'ordre à Paris peuvent décider de sanctions beaucoup plus lourdes que celles qui avaient été prévues dans le cadre de la procédure simplifiée. D'où d'ailleurs l'intérêt aussi des discussions qui ont lieu entre le bâtonnier et l'avocat poursuivi. C'est qu'on est vraiment dans une procédure qui concerne le bâtonnier, parce que le bâtonnier doit pouvoir discuter avec son confrère et il faut lui faire comprendre qu'éventuellement, peut-être qu'un conseil régional de discipline serait plus sévère que les propositions de sanctions qu'on lui fait. Donc, il faut que le confrère réfléchisse, comme en matière de CRPC, est-ce que vraiment il doit prendre le risque de refuser la sanction qu'on va lui proposer? Et c'est quand même tout l'intérêt de cette procédure simplifiée, c'est que ça permet de faire des degrés de sanctions et surtout de faciliter des sanctions pour des incivilités professionnelles qui sont normalement plus faibles que ce qui aboutirait à des peines plus lourdes. Merci. Des questions? Oui, on revient sur le refus d'homologation par le Conseil de discipline et on demande si le Conseil de discipline peut-il seulement se référer à l'un des motifs de refus d'homologation visés au texte ou doit-il expliciter les faits qui sont rattachés aux motifs retenus pour refuser l'homologation? Pour moi, c'était ma partie. Pour moi, il n'a pas à expliciter, il a juste à constater, enfin considérer que les conditions, enfin les quatre alors, soit les conditions formelles, soit l'inadéquation, soit la situation du confrère, l'intérêt de la profession, la situation du plaignant justifie le refus d'homologation. Mais je ne sais pas quel est votre avis sur la nécessité pour le Conseil de discipline de qualifier, de préciser, de détailler. Alors, si on est utilitariste, à partir du moment où ça met fin sans recours possible à la procédure, pardon, mais ce n'est pas très grave. Mais quand même, pour la rigueur intellectuelle et juridique, vous en pensez quoi? Dans le texte, enfin, il est dit que le Conseil de discipline doit motiver sa décision d'homologuer ou de ne pas homologuer. Voilà, outre les cas dans lesquels ces conditions ne sont pas remplies, la juridiction disciplinaire peut refuser d'homologuer au motif que la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, le cas échéant la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une décision de refus motivée, comme toute décision, je dirais, qui doit être motivée.
Alors, je pense que la question, en fait, c'est doit-elle être juste motivée par l'existence d'une de ces circonstances ou est-ce qu'on doit détailler en quoi ces circonstances sont retenues pour refuser l'homologation? En d'autres termes, est-ce qu'on doit dire ce que ce conseil de discipline peut se contenter de dire je refuse d'homologuer parce que les faits, en raison des faits poursuivis, ou doit-il détailler les raisons pour lesquelles il considère qu'il doit refuser d'homologuer? En fait, ce que je comprends, si j'essaie de reformuler, c'est on nous demande est-ce qu'il suffit dans le refus d'homologation de dire la nature des faits, non, le comportement de l'avocat poursuivi, la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession. Est-ce qu'en disant simplement que l'une de ces conditions, et en disant laquelle n'est pas réunie, ça suffit à refuser l'homologation, ou est-ce qu'il faut motiver en quoi les intérêts de la profession justifieraient le recours à la procédure disciplinaire, ou en quoi le comportement de l'avocat poursuivi justifierait le recours à la procédure disciplinaire ordinaire? Jusqu'où il faut aller en fonction de tel ou tel item? Est-ce que ensuite il faut détailler? Bon, je pense que quand on considère qu'il faut motiver une décision, il faut la motiver à minimum, me semble-t-il. Voilà, mais. Merci. D'autres questions? Alors, j'ai une question de nature pratique. Il a été évoqué le fait que la décision pouvait être, donc la sanction est portée à la connaissance, enfin le dispositif est porté à la connaissance de l'avocat auteur de la réclamation, le cas échéant, et il a été indiqué que la décision pouvait être rendue publique, et on a comme question justement où devons-nous publier, et de manière plus générale, on est effectivement souvent confronté dans les ordres à cette difficulté de publicité de la décision ordonnée ou non par le conseil de discipline, et le fait de porter à la connaissance des confrères une décision, une sanction qui va impacter l'exercice professionnel d'un avocat. Alors moi, je peux éventuellement répondre, en tout cas sur la façon dont ça se passe au barreau de Paris. La publication, elle intervient sur la base de données, enfin sur le site de l'ordre, et avant, au bon vieux temps du bulletin papier, c'était une publication dans le bulletin du bâtonnier. Ça s'appelait pas le bulletin du barreau, c'était le bulletin du bâtonnier, un peu comme une publication en matière de presse en fait. Voilà, maintenant c'est plutôt dématérialisé. En tout cas à Paris c'est comme ça. Dans d'autres barreaux je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est une peine complémentaire qui est prononcée très souvent. Monsieur le bâtonnier Alain Lemaguère, qui dans une autre vie a présidé un CRD. Oui, donc je dois avouer que moi, en tant que président du CRD, justement, je n'ai jamais eu de décision qui ordonnait la publicité de la décision. Donc, on ne s'est pas posé la question d'où on pourrait publier notre décision. Il est clair que la première chose que l'on fait, c'est souvent, si on décide que ce soit public, c'est dans les locaux de l'ordre, mais après, maintenant, avec les sites, c'est dans le site du barreau. Mais rien n'empêche de prévoir une publication dans la presse comme c'est prévu. Enfin, rien n'est limité à ce niveau-là. Donc, on peut très bien imaginer, en fonction justement de la gravité des faits et de leur impact sur le justiciable, sur le public, sur l'ordre public, on peut décider d'aller plus loin dans la publicité de la décision. Sachant que, enfin, c'est le bâtonnier Morel qui l'indiquait, la publicité peut avoir aussi un intérêt d'information auprès des confrères, parce que pour s'assurer de l'efficacité, de l'effectivité de la sanction, si les confrères sont pas informés que tel confrère fait l'objet d'une interdiction d'exercer, bon, enfin, c'est peut-être pas idéal. Alors, pas dans notre procédure simplifiée quand même. Non, on pas élargit, dans notre procédure simplifiée. On élargit là. On élargit, on revient au cas général. On élargit la réflexion, mais bon, voilà, c'est pas, c'est sûr que c'est une peine qui est pas évidente à prononcer parce qu'elle a évidemment un retentissement lourd pour l'avocat concerné. J'ai une dernière question en l'état. On me demande si il y a un refus d'homologation.
est-ce que la reconnaissance par l'avocat des faits est définitive ou est-ce qu'il peut par la suite contester les faits? Oui, à partir du moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'interdisait dans le cadre de la procédure ordinaire qui serait reprise de faire référence à tout ce qui s'est passé avant, y compris au procès d'audition au cours duquel l'avocat a pu reconnaître un certain nombre de faits, il est évident qu'on repart à zéro et qu'on doit refaire une instruction. Et dans le cadre de cette instruction, si le confrère reconnaît, il reconnaît, mais s'il ne reconnaît pas, rien ne l'oblige à redire la même chose qu'il a dit dans un PV d'audition qui reste secret. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Madame Vacher, vers qui je me tournais souvent parce que Vacher a déjà rédigé une circulaire, ou elle a participé à la rédaction de la circulaire qui a suivi la publication de la loi de 2021 qui a réformé la procédure disciplinaire. Et pour tous les praticiens, on a trouvé beaucoup de choses dans cette circulaire. Et la question que l'on se pose, c'est mais aurons-nous à nouveau une circulaire? Oui, non, peut-être. Madame, Oui, si vous voulez nous éclairer. Une circulaire est en cours de préparation qui sera adressée aux juridictions, à destination des juridictions. Voilà, c'est en cours. D'accord. Quand vous dites juridiction, ce sont les juridictions disciplinaires. Oui. Hein? Donc, sauf erreur de ma part, les 37 CRD, enfin, non, qui sont redevenus 35, puisqu'il y a la fusion des CRD et aussi Antilles-Guyane. En appel, vu qu'il y a possibilité d'appel. Donc, ce ne sera pas que le CRD. Dans les 36 cours. Est-ce que vous pouvez nous dire où sur ce projet ou sur le suivi qui sera fait de cette procédure au niveau de la DACS? Ce serait intéressant que la profession nous fasse des remontées, bien évidemment, sur l'utilisation de cette procédure. Vous savez que chaque année, on a un rapport des avocats qui est fait avec nos statistiques au niveau de la procédure disciplinaire. Donc, vous allez avoir une ligne de plus à remplir pour savoir combien de procédures simplifiées et de procédures simplifiées sans acceptation des sanctions ont abouti ou ont été menées. Et ce sera très intéressant de voir justement les statistiques afin de voir si les saisines du CRD procédure ordinaire baissent en raison de cette procédure simplifiée ou si les saisines restent à l'identique et si cette procédure simplifiée permet, comme c'était le souhait de la profession, de poursuivre les manquements les moins graves qui n'étaient pas poursuivis devant le CRD. Voilà, donc on saura ça, ce sera dans 2 ans, donc on a hâte de voir les conséquences. Monsieur le bâtonnier Lamaguère, vous présidez la commission de la conférence des bâtonniers. Est-ce que, sans trahir bien sûr quelque secret que ce soit, vous avez déjà été consulté, interrogé par des bâtonniers sur la mise en place de cette procédure? Sur la procédure simplifiée, non, pas encore. On a commencé à faire une formation à Rennes le 7 mars sur la procédure disciplinaire et on a abordé évidemment la procédure simplifiée. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour des bâtonniers. Alors, pour la commission des règles et usages que j'ai l'honneur de présider, on a eu une interrogation sur la notion de tiers. Hein, on s'est posé la question et on a échangé avec un bâtonnier sur qu'est-ce qu'un tiers? C'est qui un tiers qui n'est pas un avocat, bien sûr, réclamant, mais qui n'est pas non plus, voilà, puisque les bâtonniers, pour rappel, peuvent tout à fait s'autosaisir ou être informés. Il suffit, pour qu'ils puissent avoir recours à cette procédure, qu'ils ne soient pas informés par celui qui est là, ouvrez les guillemets, victime, fermez les guillemets, des agissements qui vont être dénoncés. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées? Sinon, nous allons conclure, ou d'autres demandes de prise de parole? Avant de
moi, je n'ai pas d'autres questions posées sur le chat. Si j'en ai une, est-ce que pour la DACS, il s'est agi de s'inspirer de la CRPC pénale, auquel cas il suffirait de s'inspirer de la procédure pénale? Alors, c'était d'abord une idée du CNB, comme il a été dit. Et la procédure, en matière de discipline, la procédure est civile. Donc, ça se ferait de la procédure pénale pour le mettre au niveau de la procédure civile. Ça aurait été peut-être plus simple, mais ce n'était pas possible. Merci. Monsieur le bâtonnier. Oui, juste un mot pour le problème de l'application de la loi dans le temps et du décret, parce que ça me paraît important quand on est bâtonnier, on se dit parfois, oh bah, c'est des faits qui sont anciens, antérieurs au décret, est-ce que je ne vais pas m'embêter à faire une procédure de ce type-là alors que ce sont des faits anciens? Comme vous le savez, les faits en matière disciplinaire sont imprescriptibles. Donc, on peut toujours poursuivre un confrère pour des faits pour lesquels il n'a pas été sanctionné, évidemment, pour lesquels il n'a pas été relaxé. Et si vous avez des faits antérieurs à la loi de 2023, antérieurs au décret de 2025, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser cette procédure. La seule limite, c'est évidemment, il ne faut pas que ce soit une réclamation, par exemple, d'un avocat antérieur à ce décret. Mais si vous avez des faits qui sont, selon vous, avérés justifiant une procédure disciplinaire, pour ce qui me concerne, je considère que le bâtonnier a tout à fait la possibilité d'engager cette procédure simplifiée. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vois que vous êtes encore 221, 222 participants, mais on tient vraiment toutes et tous à cette table à vous remercier de votre attention et d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire. C'était pour nous important d'éclairer l'utilisation qui pourra être faite par les bâtonniers et l'application qui peut être faite de ce décret, de cette procédure. Elle nous a semblé... alors, vous avez présent 3 membres de la commission des règles et usages et le président de la commission de discipline et Madame Vacher, représentante de la DACS. Il nous a tous semblé qu'il était nécessaire d'offrir la possibilité pour un bâtonnier de pouvoir plus simplement répondre à des manquements déontologiques qui ne peuvent pas rester sans réponse. C'est important parce que notre profession, la profession d'avocat, est une profession autorégulée. Et l'autorégulation, on voit ce qu'il peut advenir dans certains pays anglo-saxons. On a vu de l'autre côté de la Manche et on voit maintenant malheureusement ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. C'est important que ce soit les bâtonniers qui soient en première ligne et qui assurent en première ligne la réponse déontologique et donc qui soient autorité de poursuite. Et une autorité de poursuite, comme son nom l'indique, il faut de temps à autre, malheureusement, parce que ça a été jamais de gaieté de cœur pour un bâtonnier, mais malheureusement, il faut engager des poursuites. Et cette procédure, nous l'avons décrite et nous espérons que elle permettra d'apporter réponse, mais également d'apaiser, parce que la réponse du bâtonnier sera un petit peu plus nombreuse, ou pourrait être un peu plus nombreuse et un peu plus certaine sur certains comportements. Et l'espoir, c'est que ces comportements diminuent et soient de moins en moins nombreux pour qu'il y ait le moins en moins de poursuites, parce que, et donc une vie des barreaux, une vie dans les juridictions. Il n'y a pas si longtemps, madame, c'était la journée de la relation magistrat-avocat, et on sait bien que c'est aussi au travers de ces relations qu'il peut y avoir des difficultés, et que nous fonctionnions dans des environnements les plus apaisés, et c'est aussi dans ce but que cette procédure a été pensée, et nous avons eu, je crois, toutes et tous ici, grand plaisir à vous la décrire, et nous vous remercions encore de votre attention et d'avoir participé à ce webinaire. À très très vite dans nos tribunaux.
Et bien sûr, je remercie, si je suis encore en ligne, l'ensemble des participants à cette table, Madame Vacher, Maître Choueblin, Madame la vice-bâtonnier Morel et Monsieur le bâtonnier Alain Lemaguer. Grand merci à vous tous et tous, et grand merci aux équipes du CNB d'avoir assuré la technique et d'avoir assuré le suivi et la présentation et la publicité et ce webinaire qui, nous l'espérons, mais je crois que c'était le cas, a été au niveau technique de grande qualité. Pour le reste, nous vous laissons apprécier.